Fragments, le podcast qui raconte des parcours de vie exceptionnels. Des histoires inspirantes et pleines de courage. Des histoires qui témoignent de la résilience ou de la détermination. Des histoires qui rappellent que peu importe les obstacles rencontrés sur le chemin, il est possible de les surmonter et de réaliser ses rêves les plus fous. Alors bienvenue à bord, installez-vous confortablement pour découvrir des histoires inspirantes qui, je l'espère, vous feront voir la vie autrement. Bonjour Mamadou. Bonjour. Merci de m'accueillir ici à Paris, pas très loin de Belleville, quartier qui a accueilli tes premiers pas. Mamadou, tu es incroyable, par ta gratitude pour ceux qui t'ont fait grandir, par ta curiosité qui te fait toujours aller de l'avant, et pour cette capacité à rebondir, même si les rires sont moqueurs, même si d'autres ont cru qu'ils allaient choisir pour toi. Tu as cette force et cet instinct qui trahit peu, le désir de devenir quelqu'un. Je dédie ce podcast à la mémoire de ta grand-mère, Mamissa. Mamadou, petit poulbeau né dans le 12e arrondissement de Paris en 1982. Quel souvenir tu as de ton enfance ? Quel souvenir ? C'est souvent des retours de mes parents, nés prématurés, donc à 6 mois. Ma mère qui faisait des allers-retours à l'hôpital, donc un battant dès la naissance. Je me suis accroché et aujourd'hui je suis le grand gaillard de 110 kilos que je suis. Tu dis que ton papa, Souleymane, est peut-être le premier entrepreneur de la famille. En tout cas, un modèle pour toi. Raconte-moi son histoire. Son histoire, c'est il est né au Sénégal, grandi au Sénégal, passé par la Mauritanie aussi à l'âge de 17 ou 18 ans, a appris le métier de mécanicien et est venu en France par la suite. Donc je parle souvent de premiers entrepreneurs parce que ce sont des gens qui vont tout quitter, qui vont tout laisser derrière eux pour un avenir meilleur, donc pour un avenir meilleur pour eux, pour leur famille et pour créer une nouvelle histoire. Est arrivé en France, donc dans le quartier Belleville. J'y garde aussi un attachement assez particulier. Et a fait sa carrière chez Renault en tant que mécanicien. 40 ans, il est parti avec des honneurs. C'était comment de grandir dans ce quartier de Belleville ? Je l'ai connu très jeune et j'y suis revenu très souvent, comme on a eu de fortes attaches avec Belleville et quartier cosmopolite. J'en garde un bon souvenir, des bruits, des odeurs, mais dans le bon sens du terme. Des gens sympathiques, beaucoup de convivialité et de solidarité entre les gens. Et c'est vraiment l'image que j'ai à l'esprit, quoi. Des gens très variés, mais toujours très positifs et toujours très souriants. Yann Deya, ta maman, est une légende vivante. Quel a été son rôle dans la famille ? Vraiment la chef de famille. Donc elle cadrait la vie, l'organisait aussi, et pas uniquement à la maison, mais autour aussi. Donc chargée d'alphabétisation, elle est arrivée ici, elle a commencé sa carrière en tant que caissière. Ensuite, très vite, elle s'est mise dans l'entrepreneuriat, et notamment dans l'accompagnement des gens autour de l'alphabétisation, de l'accueil de gens différents, etc., de l'accompagnement aussi des gens en difficulté. Et donc, la vie dans la maison ne se résumait pas forcément à nous, mais aussi à nous et puis les gens. Donc, des gens toujours à la maison qui venaient déjeuner, dîner, parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, des gens un peu différents aussi qui participer à la vie de quartier et à la vie locale. Et c'est vraiment, moi, l'image que j'en garde, c'est la famille, mais pas que, la communauté, au sens large. Alors justement, la communauté, comment tu définirais ce terme-là, la communauté ? Nous, donc pas de barrière, ça passe du voisin, du gardien, de la personne d'en face, du café, du tabac, du supermarché, et une communauté où chacun veille les uns sur les autres et essaye d'aller de l'avant. D'aller d'avant et de faire aussi de l'espace dans lequel on se trouve un espace de vie sympathique. Et c'est vrai que c'est peut-être à l'image de ce qu'on a vécu, ou ce que j'ai vécu au Sénégal, mes souvenirs, c'est des maisons familiales ouvertes, où les gens prennent soin des autres, où chacun veille sur l'autre, où en cas d'écart aussi on recadre. Et c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai retrouvé par ici, ou ce que je retrouve, ou le parallèle que je fais vis-à-vis de cette communauté. Et puis il y a Mamissa, ta grand-mère, chef de clan. Qu'est-ce que tu sais de son histoire ? Très peu de choses malheureusement. Je sais qu'elle a recueilli ma mère très jeune, donc elle l'a accueillie, mais mes souvenirs encore une fois, c'est qu'elle organisait la vie de quartier et pas uniquement la vie de maison. Quand on parle de quartier, on peut parler d'une moitié d'arrondissement. Elle connaissait beaucoup de monde, elle a élevé des gens, elle en a fait des gens bien, elle les a accompagnés tout au long de leur vie et elle gérait aussi le côté financier, donc ça avait un côté un peu marrant aussi autour de ça. C'est pas uniquement l'organisation quotidienne, mais l'organisation financière, les naissances,
les décès, tout ce qu'il y a autour. Tu dis souvent que tu as une responsabilité en tant qu'homme. Tu peux nous parler de cette responsabilité ? C'est un peu le passage de témoin, c'est pour dire ce qu'on a fait, et c'était un peu mon ambition du départ, c'était de me dire je vais essayer de prendre le nom que j'ai et le porter le plus haut possible. Et en étant comme ça, je le faisais, mais avec peut-être certaines dérives, en me disant faut aller au bout, quoi qu'il arrive. Et avec le temps, j'ai compris, c'était être un meilleur humain et faire ce rôle, un peu avoir ce rôle de passeur de témoin. À ton avis, Mamadou, à quoi doit-on sa chance dans la vie ? Le travail, le talent. On dit souvent, soit on a du talent et on y arrive, soit on travaille. Moi, j'ai pas eu beaucoup de talent, ou j'ai eu un talent différent, c'est le travail. J'ai beaucoup travaillé et ça m'a permis de faire des choses aussi extraordinaires. Tu as un parcours scolaire presque parfait si tu n'avais pas eu à faire face à la brutalité de certains conseillers d'orientation. C'est vrai, et ça a été un choc très tôt, adolescent. Je le souhaite à personne, donc c'est aussi pour ça que je m'implique et j'essaye d'organiser un peu ma vie différemment. C'est accompagner les gens, leur montrer que la vie est faite d'obstacles, que les portes sont parfois fermées, mais il faut toujours aller de l'avant, toquer aux portes de temps en temps, mais aussi les enfoncer, savoir les enfoncer et ne pas forcément toujours rester à sa place. Alors justement, tu avais ce rêve de devenir architecte, rêve qui a été quelque peu brisé à un moment. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais, je suis un rêveur de base, donc et jusqu'à aujourd'hui, je me prends toujours à rêver, à sourire dans la rue. Ça fait marrer les gens autour de moi. Parfois, ça leur fait un peu peur aussi. Mais j'avais un rêve, c'était celui de devenir architecte, de construire des maisons ou de bâtir quelque chose. Et je pense qu'on retrouve aussi ce côté entrepreneurial où cette graine qui a été plantée par les générations précédentes. Et j'y suis arrivé, mais de manière différente, au sens où j'ai travaillé dans la construction pendant très longtemps. On construisait aussi des bâtiments, on les équipait aussi. Et j'étais en lien avec tout ce milieu-là, donc ce milieu qui me plaisait. Et aujourd'hui, je construis autre chose, au sens où j'essaie de construire ma vie. Et j'ai ce projet qui me permet aussi de rendre ce rêve, de le transformer en réalité. Le livre tient une place prépondérante dans ta vie, presque charnelle. Qu'est-ce qui attise autant ta curiosité ? Le fait d'avoir une trace, de garder une trace. Je parlais tout à l'heure de mon histoire où il y a peut-être quelques bribes qui me manquent. C'est de me dire, tiens, ce fameux puzzle, il pourrait être comblé ou il sera comblé par l'écriture. Et l'écriture aussi a beaucoup servi de thérapie dans ma vie, au sens où je cherchais des réponses à des questions. Je cherchais un partage d'expérience où je cherchais à me développer en tant qu'humain et en tant que personne. Et l'écriture a pu remplir ce rôle. Alors justement, l'écriture, est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien avec ta maman qui faisait de l'alphabétisation ? Exactement, puisque c'est le garant, entre guillemets, le livre est le garant de la mémoire. Donc l'écriture, l'alphabétisation, c'était aussi ce qui faisait du lien vis-à-vis des gens, qui leur permettait de communiquer, qui leur permettait de s'insérer au sens large dans la communauté et aussi progresser à ce niveau-là. Et puis, il y a ce voyage aux USA pour tenter ta chance. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui. Pareil, 2 aventuriers, un très bon ami que je salue aujourd'hui, qui est un ami d'enfance. On a vécu ensemble, on a passé de bons moments et on est parti dès qu'on a pu aux États-Unis découvrir la ville, visiter et voyager, histoire de vivre ce rêve américain. Mais le côté sympathique aussi, c'était de se dire, maintenant qu'on y était, on a vu ce que c'était, on va revenir aussi faire notre propre rêve français et européen. Comment c'était là-bas ? Tout était grand, trop huge, tout allait trop vite. Donc pour des petits Français qui parlaient pas très bien anglais, et qui pensaient connaître le monde au travers d'un prisme particulier, on s'est senti tout petit. On a été très bien accueillis aussi, on a rencontré beaucoup de gens, et on s'est rendu compte aussi parfois du fossé qu'il pouvait y avoir entre les États-Unis et la France, mais du bon comme du mauvais côté. C'est-à-dire qu'on a découvert des côtés très sympas, on était très curieux, on toquait aux portes avec un accent français en disant on ne connaît pas, on aimerait visiter tel ou tel endroit. On a pu voir le monde américain ou le rêve américain, mais aussi le cauchemar. Les gens qui vivent dans la rue, les difficultés, la violence, la drogue, etc. Et ça a permis un peu d'équilibrer aussi cette vision et de se dire, l'herbe est peut-être plus verte ailleurs, mais parfois aussi il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Quelle est la plus grande difficulté pour un entrepreneur, d'après toi ? Être entrepreneur, déjà, c'est un mélange de folie et de raison. J'ai parfois toujours l'impression d'être Don Quichotte face à son moulin, quand je vais expliquer mon projet ou quand je discute avec les gens. Et la difficulté pour un entrepreneur, c'est de convaincre. D'arriver à convaincre, d'arriver à croire à ce qu'on fait, et surtout d'arriver à convaincre les gens et les entraîner autour de nous, autour d'une idée, d'une thématique, etc. Et effectivement, c'est beaucoup de rêves, et je dis souvent aux gens, ne vous interdisez pas de rêver, ne vous laissez pas freiner dans vos idées et vos initiatives,
Et toutes les super idées sont parties sur peut-être quelque chose de farfelu au départ. Farfelu, c'est-à-dire ? Farfelu, j'imagine la première personne qui a dit on va créer une voiture, on va créer 4 roues et remplacer le bœuf ou le cheval pour se déplacer. Les gens l'ont regardé en se disant oula, il est peut-être un peu farfelu. Donc c'est ça, il y a une part de rêve, il y a une part de folie, il y a une part de raison. Et c'est arrivé à faire un peu, à doser un peu toutes ces idées, etc. pour rendre quelque chose de concret. Henry Ford, industriel américain et fondateur de Ford Motor Company, dit « L'échec est simplement l'occasion de tout recommencer, mais d'une manière plus intelligente. Quel est ton rapport à l'échec et comment tu le surmontes ?» J'ai lu très tôt un livre, ça fait peut-être un peu cliché, c'était L'art de la guerre de Sun Tzu. Et une des phrases qui était citée dedans a beaucoup résonné en moi, c'est « Tomber 7 fois, se relever 8 fois ». Donc je me suis dit qu'on avait le droit de tomber, qu'on avait le droit d'apprendre, qu'il fallait peut-être pas aller jusqu'à 8, mais que l'échec faisait partie de l'apprentissage et que c'est souvent dans ces situations d'échec qu'on grandissait, qu'on faisait sa mue et puis qu'on s'en en sortait meilleur aussi. Alors Mamadou, la France, le Sénégal, c'est comment dans ton âme ? J'ai souvent le cul entre deux chaises, puisque j'aime mes deux pays, et les deux sont très différents, mais ont une histoire commune, ont une richesse aussi. Et le Sénégal, c'est le Sénégal, quoi. C'est la mer. C'est vrai que quand je suis souvent là-bas, je m'assois au bord de la mer, je retrouve mes racines, les gens, la famille, etc. C'est différent parce que le climat est différent, le contexte est différent. La France, là, c'est peut-être un peu plus de raison, puisque j'y ai grandi, j'y ai mes amis, j'y ai mon histoire. Et souvent, c'est de se dire, on se pose souvent la question en se disant, on parlait des États-Unis tout à l'heure, c'est se dire, je retourne au Sénégal pour écrire mon histoire. Mais avant de le faire, j'aimerais aussi écrire ma propre histoire ici en France, puisqu'elle est ici. Mon fils est métis, donc est aussi franco-sénégalais. Et l'idée, c'est que mon histoire est aussi liée. Et peut-être que dans 20 ans, il dira, ouais, effectivement, il est parti fermer sa boucle de l'autre côté, mais moi, je suis né ici et j'ai mon histoire en France, quoi. Alors justement, en tant que Français, est-ce que tu as la sensation d'être de temps en temps rappelé à tes origines ? Oui, en toute franchise, c'est que j'ai des mauvais souvenirs jusqu'à peut-être 10, 12 ans ou 15 ans où effectivement l'histoire était dure, on a parlé de violence, d'intégration, etc. Il y a eu une espèce de période un peu de grâce pendant peut-être 20 ans. Et depuis peut-être une dizaine d'années ou un peu moins, on y revient. Ça veut dire que j'ai l'impression de revivre les mêmes situations que j'ai connues quand j'étais gamin, où on me pointe du doigt dans la rue, où des gens me jalousent par rapport à ce que je suis, ou par rapport à ce que j'ai, et remettent en cause aussi ma légitimité à être à ma place, etc. Après, j'ai un tempérament aussi qui est assez particulier, c'est que j'aime aller dans les endroits où on ne m'attend pas. Donc j'ai toujours cet esprit-là de me dire, si je suis pas attendu, ou je m'estime pas à ma place, je vais tout faire pour justement montrer aux gens que je suis légitime et que les gens comme moi, ou les gens qui sont différents, sont aussi tout à fait légitimes par rapport à ça. Donc c'est un peu comme ce que j'applique aussi, comme je disais, à mes expériences managériales, c'est par l'exemple et par ce que je fais aussi au quotidien. Certaines voix s'élèvent dans le pays actuellement pour parler du racisme dans certaines institutions. Quelle est ta position là-dessus ? Pour l'ouverture, ça paraît un peu cliché, mais on entraîne tout le monde autour d'un objectif commun. C'est un peu, on parlait des États-Unis tout à l'heure, mais c'est ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que les gens ne s'apprécient pas forcément, mais ils sont unis derrière une cause. Et c'est vrai que le meilleur moyen d'y arriver ici aussi, c'est de s'unir autour de cette cause, pas forcément laisser le drapeau ou telle information aux extrêmes, mais se dire, moi je suis anti-extrême des deux côtés. Et je me dis qu'il faut aussi qu'on discute, parce que c'est souvent de l'incompréhension ou de la méprise sur une information, une culture ou forcément une personnalité. Donc l'ouverture d'esprit, on fait tomber les barrières, on discute, on collabore et on échange. Et c'est par l'échange aussi qu'on apprendra à se connaître. Souvent, Mamadou, tu me dis que finalement, quand on a grandi dans un quartier, celui-ci agit comme un aimant et que c'est toujours un petit peu difficile vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis de ses copains, par exemple, d'avoir de bonnes notes à l'école ou d'avoir des projets ou d'être vu comme celui finalement qui sort du rang. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça ? Parce que les relations, comme à tout endroit dans la société, sont assez codées. Et dans l'esprit, c'est de se dire, on est différent, on sort du lot, c'est soit on s'émancipe, soit on tourne le dos. Donc c'est aussi toujours la difficulté, c'est qu'il y a un certain mimétisme à garder parce que on reste dans des codes. Et c'est marrant parce que je parlais du quartier, effectivement, où tout est très codé. Les relations, peut-être les tenues, le langage. Mais je les ai retrouvés à l'ESSEC, je les ai retrouvés aussi dans le milieu start-up, où c'est très cliché.
Et c'est des codes, à chaque fois, je pense qu'ils sont liés aussi à une idée d'acceptation. On adopte ces codes-là et on fait partie de la meute et du groupe. Et c'est surtout, je pense, le sentiment d'être accepté qui prime dans tous ces milieux-là. C'est intéressant, cette idée de codes sociaux, finalement, qu'on peut retrouver dans les quartiers ou, comme tu le dis, dans une start-up. Toi qui as évolué en entreprise et qui aujourd'hui entreprend, comment tu as pu justement passer d'un code à l'autre aussi aisément ? La curiosité, où effectivement, petit, et le fait de grandir sur Paris aussi a beaucoup aidé, puisqu'on a accès à tout. La culture, l'information, le sport, la musique, et c'est vraiment sans fin, j'ai envie de dire, et le fait de naviguer dans différentes eaux, de pouvoir aller découvrir des festivals, aller découvrir des lieux culturels, touristiques, découvrir différentes informations très facilement, m'ont permis aussi de m'adapter, de me dire, tiens, effectivement, dans ce milieu-là, c'est peut-être tel code par rapport à d'autres, allons-y, et puis adoptons les codes ou pas, ou adoptons les codes mais un peu à sa sauce, pour apporter aussi une touche de fraîcheur par rapport à ça. Alors justement, on pointe du doigt certains parents qui n'éduqueraient pas correctement ou suffisamment leurs enfants. Toi, l'éducation que tu as reçue, qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui ? J'ai vu mes parents aussi exemplaires. Jusqu'à aujourd'hui, mon père est parti, mais il y a juste une semaine, j'ai discuté avec quelqu'un qui me parlait un peu de ce qu'il faisait et de la personne qu'il était. Donc ça me permet d'avoir du recul par rapport à ça. Et j'ai aussi un exemple très sympathique qui est ma mère, qui est aussi un pilier dans la communauté, que ce soit ici au Sénégal. Donc j'ai 2 repères qui sont assez sympathiques. C'est souvent, comme on peut dire, c'est le phare dans l'obscurité. Donc ça permet de garder le cap, ils m'ont mis sur les rails. J'ai dérivé, j'ai fait des conneries comme tout le monde. Mais le fait d'avoir ce cap devant moi m'a permis de redresser et de me dire, en cas de besoin, ça c'était pas forcément mes valeurs, c'était pas forcément mon éducation. Et je voulais pas aussi décevoir tous les gens et tout ce qu'ils avaient fait autour de ça. Et je peux comprendre aussi la difficulté parfois de ne pas les avoir, ou pour les gens qui ne l'ont pas, de pas forcément se retrouver dans ce monde-là, qui est aussi assez difficile. Et quelles sont ces valeurs qui permettent de tenir debout, de garder le cap ? La droiture, donc être quelqu'un de bien, un bon humain, et c'est un peu ce que j'essaie de m'appliquer à moi-même, être un bon humain, être droit, être bien avec les autres, donc semer du bien. Comme je dis, ça paraît peut-être un peu cliché, mais c'est un peu la bucket list. À partir du moment où on fait du bien et on s'engage à le faire, les gens autour de nous vont aussi le faire et nous aider autour de ça. Et puis on génère aussi une énergie qui est positive et qui nous permet de faire de belles rencontres, de nous adapter avec certaines personnes, etc. Et je le dis souvent, c'est en grandissant en quartier, on voit beaucoup de choses. Et j'ai un gabarit imposant, on me le dit souvent. Et on m'a souvent dit, tu pourrais imposer tes idées par la force. Et je dis oui, mais venant d'un environnement violent, j'ai vu très tôt que c'est pas forcément la personne violente ou le plus fort qui gagnait. Et que si un jour vous m'entendez crier ou hurler, c'est que je suis plus proche de la fin que du début. Donc je suis beaucoup plus dans l'échange, dans la discussion, etc. Et je me dis, le meilleur moyen aussi de résoudre ce type de conflit, c'est d'échanger, de discuter et d'aller de l'avant. Quelle force, Mamadou, c'est quasi mystique même d'entendre ce type de discours. Justement, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te portent ? On est, c'est vrai que côté Sénégal, on parle beaucoup du mystique aussi. Il y a la relation qu'on a avec les marabouts, il y a la spiritualité. On parle de religion, mais aussi mélangée et teintée de spiritualité. Ce que je dis à mon fils en rigolant, c'est que je lui dis, on est des lions. On vient du Sénégal, c'est l'emblème, et t'es le petit lion qui deviendra grand, donc n'aie pas peur de rugir, quoi. N'aie pas peur de rugir. Depuis quelques mois, tu démarres une nouvelle aventure en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots ? Cette aventure, j'ai souvent entrepris, et je le dis encore, mes parents étaient entrepreneurs. Ma mère, en plus de sa carrière sociale, de médiatrice sociale, faisait du commerce. Donc très tôt, elle a voyagé en Asie, en Arabie Saoudite, autour du monde, etc. Et les communautés sénégalaises sont très organisées, donc elles prennent les gens en charge à l'arrivée, elles les accompagnent tout au long de leur parcours, et elles assurent que les achats soient faits en sécurité et garantis. Donc j'étais aussi très tôt en Thaïlande, j'étais peut-être au début des années 2000, j'ai pu découvrir le quartier sénégalais en Thaïlande, faire du commerce de t-shirts, d'habits, etc. et découvrir aussi l'entrepreneuriat par rapport à ça. Donc j'ai entrepris très tôt, mes parents entreprenaient aussi, que ce soit par le départ et du pays ou les actions sociales et le commerce, j'ai toujours vécu avec ça. Et quelque part, je me dis, c'est aussi peut-être ce qui m'a forgé en tant qu'humain, quoi. Et City Hub ? Et City Hub, l'idée est arrivée dans mon ancienne vie.
J'étais directeur général d'une entreprise et le Covid est arrivé à ce moment-là. Je me suis remis en question, puisque je passais beaucoup de temps au travail, je négligeais ma vie de famille. Et l'idée qu'on se dit souvent, c'est je courais peut-être après un idéal aussi. On dit souvent aux gens de réussir dans la vie. Et le Covid est arrivé, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion aussi de réussir sa vie. Donc réussir sa vie familiale, mais aussi entreprendre. Donc une idée de rendre accessible la culture au plus grand nombre, de partager de l'info, des bons plans, de créer un outil un peu digital dans l'air du temps, une application mobile qui permet aux gens, et qui permettrait aux gens venant sur Paris ou dans un territoire donné, d'avoir accès à un maximum d'informations, de profiter, de découvrir et de ressentir la meilleure expérience possible. Et l'amour dans tout ça, Mamadou, c'était comment la première fois que tu es tombé amoureux ? Une claque, puisque ado, j'en parlais tout à l'heure, c'est le clan, c'est la meute de loups qui se balade partout, qui détruit tout sur son passage, et puis on se refuse l'amour en se disant il faut être fort, il faut être dur. C'est aussi un peu on parlait de codes, de croyances, de clichés. C'est dans ces milieux-là, c'est faut être fort, faut pas montrer sa faiblesse, faut aller de l'avant et puis faut y aller, faut l'imposer parfois aussi ses croyances. Et en découvrant l'amour, on remet tout en question. Et puis on s'apaise et on se rend compte que le schéma est beaucoup plus grand, que le monde est vaste. C'est un peu comme le voyage, c'est on s'ouvre, on plonge dans un puits, et on ne sait pas à quel moment on va remonter, quoi. C'est presque magique, hein ? L'amour est magique. Donc, Issa, ton fils, est encore un petit garçon. Il écoutera ce podcast dans quelques années. Quel message tu voudrais lui laisser ? J'ai envie de dire aux jeunes générations, croyez en vous, croyez en vos rêves, et le monde vous appartient. Faites ce que bon vous semble. Sky is the limit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et quels sont tes rêves ? Une bonne santé. J'ai vu aussi que c'était précieux. Et mes rêves, c'est de voir mes proches grandir, de passer du temps avec eux, de me construire en tant qu'humain encore une fois, de découvrir, de faire beaucoup de voyages. S'il y a vraiment une chose que j'ai envie de me souhaiter, c'est ça. C'est les voyages. J'ai encore plein de pays sur ma liste et de toujours pareil, partir à la rencontre des gens et de découvrir. Et le Sénégal pour tes vieux jours ? Et le Sénégal pour mes vieux jours. Donc j'arrive à 40 ans. On est déjà dans les vieux jours. J'ai peut-être les 2/3 de ma vie qui sont passés. Et le Sénégal dans un coin de ma tête. Personne ne m'a enseigné à prendre soin des sentiments que j'éprouvais. On m'a laissé croire, comme à beaucoup d'enfants, qu'un amour était éternel, comme ça, de nature. Qu'il suffisait d'aimer et d'être aimé, que tout irait bien. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme cela pour moi. J'y ai cru pourtant. Mais mes certitudes n'ont pas suffi. Je suis tombée dans tous les pièges, dans toutes les erreurs, dans toutes les maladresses possibles. J'ai commencé à sortir de mes certitudes quand au lieu de faire la guerre à l'autre, en l'accusant de ne pas m'aimer assez ou de m'aimer trop, j'ai pris conscience qu'il m'appartenait de prendre soin de l'amour que j'aurais en moi pour l'autre. Jacques Salomé, dis papa, l'amour c'est quoi ? Merci Mamadou. Merci Nadia.